Bienvenue dans ce nouvel épisode du Data Driven Supply Chain Podcast. Mon nom est Kevin et je vous invite à ce nouvel épisode avec Victor Raposo, qui est à la base un entrepreneur, qui est un triathlète et qui présentement travaille comme acheteur chez Bombardier. Donc, Victor a pris là, une belle heure avec nous. On a eu une super belle discussion où est-ce qu'on a parlé de la réalité d'un acheteur dans l'industrie manufacturière et plus précisément vraiment dans l'aéronautique, à quoi ça ressemble la réalité, le day-to-day, les défis, les outils qu'ils utilisent. C'est super intéressant. Je vous invite à écouter l'épisode. Prenez-vous un popcorn, prenez-vous un bon breuvage et je vous souhaite une belle écoute. On sait que là, on sait qu'on a une passion commune, on fait du sport, Yacine aussi, super sportif, mais sinon, Ouais, c'est quoi ton background de ton côté? ouais, ben c'est très, très bien. En passant, merci. Aussi, merci de me l'avoir proposé, demandé. C'est toujours le fun d'essayer des nouvelles choses. Fait que c'est mon premier officiel podcast, mais ça, c'est une question typique d'entrevue. Fait que pour y répondre brièvement, d'où c'est parti la logistique, ça a été très simple. Je travaillais en vente. J'aimais un peu la logistique, puis ma mère, en fait, elle avait lancé une compagnie de traiteurs. Puis avec mon frère, ma mère et moi, on a vraiment solidifié une business, en fait, de traiteurs et distribution à travers le pays. Puis j'ai été en charge de la logistique. Donc, ça a été un certain point pendant 4-5 ans. J'ai engagé, formé une cinquantaine d'employés, tous les festivals en même temps, les événements privés et la production de produits de kits à paella, en fait, pour justement distribuer dans les épiceries comme les IGA, Provigo, Rachel Berry, ainsi de suite. Fait que c'est là où j'ai appris vraiment dans le côté alimentaire, la date d'expiration, le staffing, tout ce qui était le just in time. C'était quand même assez intense, agréable. Puis à un moment donné, ben, la business, ça roulait toute seule, fait que j'ai décidé de partir de mon côté. Puis la COVID, elle a hit. Puis j'ai travaillé pour une compagnie technologique qui part dans le domaine de la logistique. Donc, je vendais de la logistique. Fait qu'on était un sous-traitant pour gérer les compagnies e-commerce, toute leur logistique de prise de commande, ainsi de suite. Puis, ça a été à ce moment-là, j'ai dit, je suis un peu tanné de vendre le produit. J'aimerais ça retourner dans la logistique. Puis, j'ai été CEO d'une compagnie de self-care, en fait, de produits cosmétiques et de bien-être. Et après un mandat de plusieurs mois, j'ai pris la décision de vraiment retourner plus dans, OK, comment je peux me rendre dans le corporate, parce que j'étais dans le monde des PME, puis comment les big compagnies fonctionnent versus les PME pour justement aller chercher ce bagage supplémentaire. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler chez Kraft Heinz en logistique. J'étais un buyer planner. Puis par la suite, ben, pourquoi j'ai fini chez Bombardier, c'est qu'il y a une dizaine d'années, j'ai fait ma licence de pilote privé. Puis ça a toujours été un rêve de petit garçon d'être dans l'aviation. Qu'à un moment donné, tu te dis, ben, j'ai pas assez d'argent pour continuer. Fait que tu te dis, comment je peux rester proche de l'aéronautique, l'aérospatiale, pardon, sans nécessairement aller m'endetter de 250 000 $. Fait que j'ai accepté un contrat chez Bombardier de 12 mois. OK. Donc, puis là, ça fait à peu près 9 mois que je suis chez Bombardier. Ah, c'est intéressant. Fait que t'as vraiment, si on veut, tu as commencé à toucher à ça avec la compagnie, là, compagnie familiale. Puis est-ce que euh, est-ce que cette compagnie-là est toujours en opération, si on veut, je Ouais. par curiosité? Ouais, ben oui, ça s'appelle Paella Marisol. C'est une compagnie, c'est un traiteur, mais ils font des sachets pour que les gens puissent cuisiner la paella chez eux. L'objectif était de démocratiser l'art de faire la paella à la maison. OK, wow, super, ben, félicitations à ce succès qui est toujours en opération. Puis, tu sais, présentement, tu es comme tu es chez Bombardier, tu es un acheteur. Ça ressemble à quoi, là, pour les gens qui écoutent, c'est, exemple, un day-to-day typique, là, en tant qu'un acheteur dans l'industrie aérospatiale, qui travaille pour un Bombardier. Ouais. Ben, à un moment donné, je pense que c'est tout très similaire, mais chez Bombardier, c'est vraiment ta boîte de courriel qui se remplit à chaque matin. Fait que tu passes à travers tes courriels, tu fais des achats. Donc, il faut que tu regardes tes pièces, qu'est-ce que tu es supposé d'acheter. Le système va t'auto-générer, en fait, des commandes. Puis par la suite, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de meetings. Fait que tu travailles avec différents départements. C'est une rencontre d'équipe chaque matin. Mhm. Euh,
Puis par la suite, c'est vraiment juste tracker toutes tes commandes, appeler à tes fournisseurs et aussi faire le suivi d'autant qu'est-ce qui est problème de livraison, toute la facturation. Puis c'est vraiment, ça semble très simple, mais c'est beaucoup, beaucoup de tâches répétitives. Puis à un moment donné, ben, c'est souvent des problèmes similaires OK. qui reviennent en fait. C'est juste pas souvent les mêmes pièces ou le même fournisseur, ainsi de suite. Tu as eu différents rôles dans le monde de la logistique, les achats. As-tu vu quand même beaucoup de similitudes? Tu sais, puis je suis d'accord que tu ne vas pas acheter une pièce d'avion quand tu vas aller tourner pour une entreprise qui fait en fait un traiteur. Mais est-ce que tu Ouais. as des éléments qui sont vraiment, vraiment proches que tu peux peut-être partager, là? Ouais, ben, bien entendu, tu sais, c'est surtout avant, j'étais chez Kraft comme buyer planner. Donc, c'est vraiment tout ce qui est. J'étais dans l'alimentaire, donc on avait le shelf life qui était extrêmement important. Donc, des dates d'expiration sur nos produits. Puis chez Bombardier, en fait, moi, je suis dans le département des raw materials qu'on appelle. Donc, tout ce qui est matières premières ont des dates d'expiration. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très demandant en termes de s'assurer que ça n'expire pas. Puis des fois, ton système, en fait, notre système nous ne le dit pas qu'il va expirer. Fait que nous, on doit être à l'affût de tout ce qui est nos produits qui vont potentiellement expirer. Et ben, bien entendu, depuis la COVID, ils se sont rendus compte que justement, recevoir du stock des fournisseurs était de plus en plus difficile. Il y en a qui c'était 3 semaines avant de délai, puis on était rendu à 17 semaines de délai. Um, Puis ton produit, des fois, il y a 15 semaines de shelf life qu'on appelle. Donc, tu es vraiment toujours dans le just in time qu'on appelle. Fait que c'est vraiment, ça rentre, il faut l'utiliser tout de suite. Puis il faut absolument constamment s'assurer d'être on top, au-dessus de nos affaires, puis de nos produits, en fait, puis de nos pièces potentiellement critiques. Fait que chaque domaine a ses similitudes. Puis je pense que dans l'achat des pièces, à un moment donné, c'est le dicton, là, l'expression, là, 4,30 sous pour une pièce, que ce soit des pièces d'avion, de la nourriture, c'est très, très, très similaire. Je comprends. Puis tu sais, amènes ça un peu au just-in-time, fait que c'est un peu au niveau de la logistique, ça vient que ça se rapproche beaucoup. Tu as mentionné tantôt un peu aussi la répétitivité dans le domaine de l'acheteur, là, puis Ouais. où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est au final une question de un peu les principaux défis, puis les facteurs un peu qui sont euh, qui ont pas de ressemblance, mais tu sais, c'est quoi les défis qui sont communs, mais surtout pour l'aérospatial que toi tu vis dans ton quotidien? Est-ce que la répétitivité des tâches, qu'on peut dire des tâches redondantes, des fois à valeur non ajoutée, c'est quelque chose que tu considérais comme un défi? Puis sinon, est-ce que d'autres exemples un peu de défis communs, là? Puis je sais que le just-in-time aussi en soi, c'est un défi, là. Fait qu'en gros, principaux facteurs ou les défis que tu as dans l'aérospatial. Ouais, ben, en fait, c'est les, les tâches redondantes, bien entendu, pour moi, je trouve que c'est venant d'un autre monde de PME, de dire, OK, ben, c'est constamment améliorer les procédés, on a la place au changement. Puis les compagnies comme l'aérospatiale, ben, c'est extrêmement difficile. C'est une fourmilière. Donc, bien entendu, ils disent tout le temps, oui, on ouvre la porte au changement, mais en même temps, c'est très, très, très difficile. Donc, ça, je pense que le plus gros problème est donner la place au changement. OK. Euh, Très souvent, on va l'entendre le dire, ça a toujours été comme ça. C'est toujours comme ça a toujours été comme ça. Puis à un moment donné, c'est de briser ce stigma et de dire, OK, tu sais quoi, pourquoi c'est toujours comme ça et comment on peut faire pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Euh, donc, les tâches redondantes, bien entendu, moi, j'aimerais ça éliminer. Aucune valeur ajoutée, je trouve ça difficile mentalement pour moi personnellement, mais sinon, ce qui est problématique, c'est beaucoup de départements ne se parlent pas. Donc, en fait, transmettre l'information à l'interne est extrêmement difficile. À mes débuts, ben, dans mes premiers mois, je savais même pas à qui m'adresser quand j'avais tel problème. Exemple, il fallait que je parle avec le département de méthode. Puis c'était, oh, peut-être parle à telle personne. Je parlais avec cette personne-là, il disait, ah non, c'est pas moi, j'ai changé de département. Puis là, à un moment donné, c'est une chasse au trésor de trouver quelle est la personne, qui est la personne ressource, en fait, qui pourrait potentiellement m'aider face à ce problème. Donc, je trouve que c'est l'accès à l'information, plus la compagnie elle est grande, qui est difficile et
Bien entendu, après ça, c'est tout ce qui est problème de facturation. Payer les fournisseurs dû à telle erreur. Puis là, c'est aucune manière de rejoindre. Fait que c'est vraiment transmettre l'information à l'interne. Et il y a trop d'informations, puis là, on se perd là-dedans. Et ça me faisait penser un peu, tu sais, quand tu parles un peu dans des grosses boîtes comme ça, tu dis un peu, tu donnes l'exemple d'une fourmilière, c'est tellement d'individus que chacun fait sa tâche, puis c'est très, très précis à quoi, qu'est-ce que tu dois accomplir. Est-ce que tu crois aussi que peut-être le manque, des fois, je ne sais pas si c'est une question, est-ce qu'il y a un manque d'autonomie, tu penses que tu n'as pas le choix d'aller voir ailleurs pour avoir ta réponse, versus dans une PME ou une startup, par exemple, tu peux t'organiser un peu avec les moyens que tu as, puis tu vas te trouver une solution, tu vas l'essayer au pire. Est-ce que tu penses que d'avoir plus un fonctionnement style startup dans les limites qu'on ne compromet pas un produit comme un avion et la sécurité de l'avion, est-ce que tu crois que ce serait pertinent ou c'est pas vraiment là la source du problème? C'est sûr, certain que pendant très longtemps, je me suis dit en travaillant dans les PME, je me suis toujours dit, les grosses compagnies, ils sont carrés, ça fonctionne bien, ça doit super bien fonctionner. Pour qu'ils se soient rendus là, c'est sûr, certain qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Euh, Puis une fois dedans, c'est là que tu réalises, finalement, la PME, on faisait avec les moyens du bord. Puis on trouvait des solutions constamment. On dit toujours une PME peut se tourner sur un dissous, Mhm. ce qui est vrai. Mais en même temps, très souvent, on va aller chercher une structure supplémentaire, en fait, dans une PME versus les grosses compagnies. Très souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont engager du monde, plus de personnes, plus de personnel, pour justement avoir suffisamment de manpower, puis de Ouais. dire, tout le monde fait ses tâches, puis justement, c'est de limiter tout le monde a son propre corps et puis doit travailler de cette manière-là. Euh, mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment, donc c'est extrêmement difficile. Puis je pense qu'il y a vraiment eu un pivot euh, durant la pandémie. J'ai vu concernant moi, de mon expérience personnelle, juste le salaire, un bon, un bon acheteur ou un bon planificateur en logistique Ouais. est mieux rémunéré maintenant qu'avant, puisqu'avant, je trouve que on l'a toujours vu comme un soutien. Ça a toujours été, la logistique, c'est un soutien. Ça nous coûte de l'argent pour que la business puisse rouler. Tu sais, on a toujours focus sur marketing puis les ventes, Ouais. mais maintenant, on réalise à quel point une bonne logistique, des bons achats, des bons planificateurs a de la valeur ajoutée à l'intérieur d'une compagnie. Puis ça vient vraiment du fait que les manufacturiers, ils ont commencé à avoir des problèmes avec le temps de fournir. Fait que c'est vraiment juste, comme on dit, think on your feet que tu as dans les PME, mais versus dans les grosses corporations, c'est pas c'est pas le même jeu en fait. On joue vraiment pas sur le même terrain. C'est vraiment intéressant ce que tu dis aussi par rapport euh, au, au manque de prise de risque et pas vouloir changer. Moi, j'ai parlé à beaucoup de compagnies, beaucoup de fournisseurs, d'acheteurs, tout le kit dans plein de verticales différents. Puis, c'est parce que la game a changé, tu sais. T'as pas les mêmes paramètres. D'un, il y a un labor shortage, puis c'est comme endémique partout, là. Ouais, Tu peux pas trouver de soudeur, tu peux pas trouver d'acheteur, c'est vraiment difficile. Fait que ça, c'est un fait, tu sais. Puis ouais, après ça, tu as des variabilités dans la supply chain. Tu as ouais. beaucoup plus de variabilité dans la supply chain maintenant il y a 20 ans, là. Fait que de pas être capable de pas changer, c'est, tu sais, c'est comme essayer de jouer au Monopoly alors que le monde sont en train de jouer aux échecs, tu sais. Euh, Absolument. ouais. Ouais, puis là aussi, tu as dit la perception là, du. Tu sais, dans certains cas, on a eu des rencontres que les gens appellent ça le service achat. Tu sais, vraiment, c'est comme un mot, là, un peu le service achat. Tu sais, dans le sens, ça montre que les achats, c'est un service, puis c'est pour répondre aux besoins internes, puis that's it. Mais clairement que c'est une valeur ajoutée. Tu sais, fait que tu vois ça, bon, ben, même dans le vocabulaire, ça s'est vu comme un service et non pas comme un département qui va créer de la valeur pour l'entreprise euh, s'il est bien leveragé directement. Euh, puis j'imagine que est-ce que tu vois des changements? Tu sais, par exemple, on prend mon Bombardier ou même Kraft. Tu sais, est-ce que tu as vu un peu une évolution dans les temps que tu as fait là dans les. Tu sais, BRP, Bombardier, ça fait pas longtemps non plus, là, mais est-ce que tu crois que ça s'en vient à changer tranquillement, pas vite, dans les discussions que tu as ou juste dans peut-être la culture ou dans le travail en soi? Moi, je pense que c'est non. Le vrai terme, je pense que c'est non.
depuis que je suis arrivé, par exemple, j'ai implémenté certains changements dans ma manière de fonctionner pour le travail, comment les choses sont faites avec mes fournisseurs, par exemple, ou avec différents départements. Mais tous ces changements ont permis à moi, en fait, d'en avoir, en fait, comment je peux l'expliquer? Euh, de rendre mon travail pas plus facile, Ouais. mais de rendre le travail plus agréable et justement que, l'information se transmette mieux, que les pièces arrivent à temps, que justement, je puisse focuser sur des problèmes qui ont de la valeur ajoutée. Ouais. Puis de ce côté-là, ça, c'est moi qui ai joué dans mon propre carré de sable. Puis j'ai tué un peu le système à l'intérieur, en fait, du système de chez Bombardier ou même chez Kraft dans le temps. Fait que, concrètement, les vrais changements qui vont avoir des impacts positifs ou même négatifs, je trouve que il n'y a pas beaucoup de place au changement. OK. Puis c'est qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Puis en même temps, quand tu regardes le big picture, tu les vois eux autres. Tu vois les Éric Martel, tous les VP chez Bombardier, ils ont tellement de choses à penser, à regarder la valeur de l'action qui descend, le ci, le ça. C'est plus tu montes dans les échelons, plus que ton siège est éjectable. Déjà là. Puis à partir de là, c'est Bombardier, par exemple, ils ont fait une restructuration, mais ils ont tout vendu. Ils ont des cut everything. Tu sais, là, il leur reste juste le département des jets privés. Fait que Bombardier n'est plus le Bombardier d'avant. Fait que là, il leur reste juste le chess de tout ce qu'il y avait avant. Fait que c'est sûr que les autres, ça crée énormément de pression sur eux. Puis ils sont pas focus, ils ne peuvent pas prendre du temps pour s'asseoir avec l'équipe dans leur day-to-day puis dire ah ouais, t'as ça qui est problématique. Oui, on va regarder vos reviews à la fin d'année de qu'est-ce qui devrait être. À un moment donné, il y a beaucoup trop de demandes. Puis justement, il y a trop une disparité, chacun dans son monde, puis les deux mondes ne se parlent pas. Fait que c'est ça qui rend la chose extrêmement difficile au changement. Ouais, non, c'est ça. C'est comme un peu d'attaquer la plus grosse pointe de tarte en premier, de focus sur les plus gros problèmes et les plus grosses priorités. Puis je comprends que, comme tu dis, dans un côté opérationnel, aux appros, ben, la perception comment dire, de la fonction approvisionnement, c'est pas nécessairement ce qui sort en premier. Je me demandais, tu sais, ça ressemble à quoi un peu vos outils que vous avez pour gérer la pro? Tu sais, un avion, on s'entend que ça a des milliers de composantes, là. Je comprends que tu as la matière première, mais peut-être un peu de visibilité quand même sur le reste là, de comment ça ressemble à quoi les outils principaux que vous avez en place. Puis peut-être les processus là, un peu là, pour gérer ça. Si tu peux me partager, je sais que c'est une grosse boîte là, quand même. Là. Ouais, tu viens ça prend un peu de temps. Mais exemple, déjà là, on utilise deux ERP systems juste pour. ERP system, c'est où, en fait, c'est ton système d'information pour regrouper différents départements. Vraiment, c'est ton cœur, en fait, d'une compagnie. Puis nous, chez Bombardier, on utilise deux ERP systems. Fait que c'est comme si on avait déjà là deux cœurs. Euh, Moi, je suis le seul acheteur, d'exemple, dans mon équipe et dans la majorité des départements. Ils ont soit que tu travailles avec un cœur, soit tu travailles avec l'autre cœur. OK. Moi, je suis vraiment un des seuls qui va qui va travailler avec les deux systèmes. Fait que chaque cœur va avoir à peu près 10 à 15 systèmes différents de plus à travailler. Donc, on a SAP, bien entendu, puis BAN, ça, c'est les deux cœurs. Puis à partir de là, c'est vraiment différentes plateformes, que ce soit Citrix, LeanDNA, Eclipse, Ace, puis Excel, c'est vraiment notre outil de prédilection, en tout cas pour moi, là. C'est la seule manière que je suis capable de suivre tout ce qui se passe. Mais à partir de là, comment ça fonctionne, c'est moi, on m'envoie une demande de OK, j'aurais besoin de telle pièce avec les specs. Parfait. Excellent. Ben là, pour que la pièce se rende à moi, que moi, j'aille magasiner cette pièce avec un nombre de fournisseurs manufacturiers limité, il faut que j'aille voir lesquels sont déjà approuvés pour OK. pouvoir, après ça, faire des demandes de soumission. Mais avant que ça se rende à moi, tu as l'équipe d'ingénieurs, Engineering Method Planner, qui doivent s'assurer que ça aille dans les livres,
quelle est la quantité requise, est-ce que ça va dans le forecast, donc qu'est-ce qui s'en vient, puis combien ils vont en avoir besoin cette année ou dans les années à venir. Et est-ce que ça va être réaliste selon le projet versus l'information que moi je vais leur donner à la fin. Puis une fois que ça c'est fait, il faut que je parle avec, par exemple, le département de finances pour faire approuver des nouvelles pièces, faire créer les nouvelles pièces. Donc ça, c'est avec un autre département qui vont créer la pièce. Puis à partir de là, ben, on doit s'assurer que quand ça rentre en inventaire, l'équipe de réception il n'y ait pas de disparité entre le packing slip, donc la feuille qu'on reçoit du fournisseur et nous, notre purchase order, donc notre achat, notre bon de commande, pardon. Puis si tout va bien, ben là, à partir de là, on le rentre dans notre système et la ligne de production peut commencer à l'utiliser. Puis ben, après ça, ça va. Avant moi, il y a encore plus, là, mais oui, donc ça ressemble à ça, grosso modo. Je comprends. Je suis curieux de savoir un peu, ça, surtout dans des entreprises comme ça, tu parlais du ERP, pour ceux qui écoutent, ça peut-être c'est quoi, là, Enterprise Resource Planner, là, gros système, comme dit, un cœur ou une colonne vertébrale, dans votre cas, 2 cœurs. Je me demandais si ça ressemblait à quoi justement le tool stack pour gérer la pro puis les achats. Tu as mentionné Excel, ça ne me surprend pas. On en parle à tous les jours avec les entreprises là, avec lesquelles qu'on rencontre. C'est encore utilisé constamment là, pour ce qui est d'approvisionnement. Tu dis en plus que vous avez une quinzaine peut-être de logiciels, de modules autour de vos ERP, puis encore là, vous devez utiliser sûrement beaucoup de courriels, puis Excel en plus. Plus on rencontre des entreprises, plus on se rend compte que les achats et la pro est en retard technologiquement quand même, parce que on pense à un département d'ingénierie qui fait du dessin, qui fait la conception, puis jamais de la vie qui vont avoir comme outil principal un outil aussi manuel, par exemple, comme je dessine encore sur une feuille de papier, ou bien je fais mes plans à la main, ou bien je prends ma règle, puis mon compas, puis je fais ma conception. Il y a des logiciels de des logiciels CAD super développés pour optimiser leur travail. Ils sont capables de vraiment gérer l'ingénierie avec ça, puis faire les analyses en conception pour être sûr que le concept peut fonctionner avant de faire quoi que ce soit de physique. Mais aux appros, on a encore des courriels et des Excel pour gérer 80% de nos opérations. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, comme ça, à froid de même? Là? Ben, à froid, je pense, de mon côté, j'aime vraiment Excel. Il y a peut-être 10 ans, pour moi, j'étais monsieur papier. J'écrivais tout papier, mais maintenant, Excel en fait, pour moi, Excel est un cœur à lui-même. Fait que pour moi, c'est un ERP système où toute mon information se retrouve. J'extrais énormément de données, d'informations. Moi, je suis pas, par exemple, un fan de courriel. De toujours keep track, d'envoyer des courriels parce qu'à un moment donné, je perds le fil. Des fois, tu as différents départements qui envoient des courriels. Fait que moi, je reçois un courriel de quelqu'un qui crée une nouvelle chaîne de courriel. Bien entendu, on est 15 dessus. Tu ne sais même pas si c'est pour toi. Puis après ça, il y a son boss qui m'envoie un courriel à part avec une nouvelle chaîne de courriel. Puis là, je réponds à lui. Après ça, je réponds à l'autre. Puis moi, à un moment donné, j'ai juste perdu patience. Puis j'ai juste tout mis tout le monde. Fait que j'ai dit, tant qu'à être 15-15, on va mettre tout le monde. 30, vas-y. Voici la nouvelle chaîne de courriel. Puis on va tout l'adresser ici. Toute la compagnie. Eric Martin dans CC. Ah non, mais tu sais, à un moment donné, tu dis, là, pour moi, je dis juste, vous voulez l'information, vous allez le retrouver l'information. Je ne vais pas doublement écrire l'information pour que justement, un finisse par le transmettre à l'autre. Rendu là, je vous donne tous l'information. C'est sûr que si j'y pense bien franchement, oui, c'est sûr que c'est archaïque. C'est archaïque parce que l'information, il ne devrait pas avoir autant de modules. Que ce soit chez Bombardier ou même les autres, ils ont tous énormément de modules. Puis les autres modules, en fait, qu'on utilise, c'est pour transmettre l'information. Quand clairement, SAP, le système d'SAP nous permet d'avoir suffisamment d'informations et les gens pourraient extraire cette information. Mais SAP, c'est tellement un système complexe, comme Excel, par exemple. Si les gens ne savent pas utiliser Excel comme il faut, ben, ils veulent avoir l'information tout de suite et rapide. C'est pour ça qu'ils créent un module. Puis là, exemple, il y a des changements dans la haute direction. Il y a quelqu'un qui arrive avec sa nouvelle manière de faire parce qu'il était chez Hydro-Québec ou il était à quelque part d'autre. Puis il dit, ben, on va mettre ça en place parce que moi, j'ai été habitué de travailler avec cet outil-là.
Donc là, toute la compagnie doit s'adapter et apprendre un nouveau module pour pouvoir transmettre encore une fois de l'information. Est-ce que personnellement, des fois, je Ouais. rentre 4 à 5 fois la même information dans différentes plateformes? Oui, absolument. Donc, je fais beaucoup, beaucoup de copier-coller parce que non, je ne veux pas réécrire de la nouvelle information. Mais Mais, ça ressemble pas mal à ça, en fait. mais c'est un bon point que tu touches parce que ça, là, c'est. Moi, je l'ai vu partout. Là. Je l'ai vu partout, puis tu sais, à un moment donné, tu te disais qu'il y a peut-être un pattern. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le. Tu sais, ça arrive à une compagnie, OK, peut-être qu'il y a du monde qui ne font pas leur job, mais quand tu vois toute la supply chain au complet qui fonctionne de même, là, tu commences à te poser des questions. Puis, une des raisons principales, quand tu regardes juste l'architecture on a une idée on a une pièce qui doit être produite, euh, le procurement puis les acheteurs sont direct au milieu. Ils sont exactement au milieu de tout ce mess-là. Puis c'est les seuls qui ont en plus à gérer d'autres compagnies à l'externe. Fait que là, qu'est-ce que tu te ramasses? C'est que procurement est en train de faire des parts pour l'ingénierie, right, qui va devoir aller en production, mais doit interfacer avec finance puis avec les fournisseurs. Mais les fournisseurs, quand ils ont une question, c'est pas aux personnes de procurement qui veulent la poser, c'est à des ingénieurs. Puis s'il y a des problèmes, c'est la personne de production qui va demander, mais ça revient tout le temps à le procurement. Fait que Exact. ce clustering-là de tous ces points-là fait en sorte que si tu ne designes pas ton architecture d'échange d'informations comme il faut, c'est sûr que ça va faire un mess. C'est sûr à 200%. Si tu fais juste penser, mettons, à l'ingénierie, ou si tu fais juste penser à la production, ou juste penser, mettons, au procurement, tu ne vas pas réussir à faire quelque chose où est-ce que l'information va être stimulée. Tout le monde veut savoir cette information-là. Tout le monde a besoin de savoir où la pièce, c'est. Les personnes de qualité, il faut qu'ils sachent est rendu où la pièce pour savoir c'est quoi leur next batch de travail. La personne de production, il faut qu'ils planifient quand est-ce qu'ils vont mettre les cockpits à la bonne place pour recevoir les pièces. T'sais. Mais pour savoir ça, il faut qu'ils sachent exactement est rendu où, c'est quoi le problème. Puis si tu gères ça avec email, Excel, c'est là que ça rush. Tu as des systèmes que ils sont designés pour être personnels. C'est designé pour être à une personne, 2, 3 personnes qui peuvent gosser dessus. C'est pas designé pour avoir 6 différentes équipes plus 56 suppliers différents. Là. Fait que tu te ramasses avec un mess. Puis ça, on l'a vu over and over and over again. Tu sais, du monde smart, là. Mais il n'y a personne qui a le temps de penser à architecturer tout ça comme il faut. C'est vraiment, vraiment un exercice compliqué. Là. Ben, c'est un excellent point que tu amènes, là. Puis juste pour donner du pouce, quand je parlais tantôt, je joue un peu dans mon carré de sable, puis je sors un petit peu. J'ai eu cette problématique avec une pièce qu'on essayait de créer. Là, j'avais les contraintes du manufacturier qu'on essayait de faire approuver, de faire créer la pièce, mais de faire approuver le manufacturier. C'était extrêmement difficile juste de les faire approuver. Mais après ça, de l'autre côté, on n'arrêtait pas de me le demander, cette pièce-là. Je disais, ouais, mais je ne peux pas acheter une pièce si le manufacturier n'est pas approuvé. Là, notre système, donc notre BAN, notre autre ERP système qui est très archaïque, en fait, ne peut pas créer d'une certaine manière cette pièce qui est un kit, en fait. Fait que là, ça commençait à être laborieux, puis là, j'avais les ingénieurs qui étaient comme, oui, mais nous, dans les livres, il faut qu'il soit écrit d'une certaine manière, mais qui n'adhérait pas avec ce que le manufacturier demandait dans ses limitations. Puis après ça, ben, l'équipe de réception, ils ne peuvent pas recevoir une pièce si ça ne matche pas le bon de commande et la feuille justement du manufacturier. Donc là, tu dis, OK, attends, là. Fait que C'est là, toi qui es en plein milieu de tout ça. Là. Ça, c'est Ah toi ouais. qui dois gérer tout. Aïe, aïe. Fait que j'ai juste fait une liste de toutes les choses qui ne pouvaient pas être, toutes les contraintes, limitations de chacun des départements. Puis là, j'ai juste call un meeting. Je suis quelqu'un qui déteste les meetings.
mais parce que, en fait, je trouve que c'est contre-productif, puis ça finit que tout le monde continue à travailler durant les meetings. Mais bon, là, j'ai rencontré tout le monde de tous les départements. Fait que j'avais Finance, parce que Finance n'allait pas payer jamais le fournisseur parce que ça n'allait jamais matcher. Fait que là, j'avais Finance, j'avais Engineering, j'avais Méthode, j'avais les planners, j'avais PSM, justement, qui était pour la création de la pièce. J'avais personne de leur côté du manufacturier parce que le problème ne venait pas d'eux autres, c'était nous, en fait. Puis je pense qu'on était à peu près 11-12 personnes. À un moment donné, à un certain point, c'était cacophonique. Puis je dis, ben, moi, j'ai les contraintes de tout le monde. Voici notre seule option. Est-ce que celle-là peut fonctionner? Fait que là, à un moment donné, on a fait un tour de table. Oui, est-ce que toi, voici ma solution. Moi, je suis un green ici chez Bombardier, puis je vois clairement que ça va pas fonctionner à quelque part. Donc, concrètement, là, moi, je vois ça. C'est sûr que comment on peut le faire approuver? Est-ce que toi, tu acceptes? Oui, tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes. Tout le monde a accepté. J'ai fait excellent. J'ai envoyé un courriel récapitulatif à tout le monde et j'ai demandé à tout le monde de l'accepter. Puis, je suis allé directement, en fait, à les boss des ingénieurs, par exemple, ou de chacun des départements, parce que je voulais pas que ce soit un planeur. Je voulais le boss du planeur qui approuve, en fait, pour tout de suite avoir le oui. Tout ça a été envoyé. Bien entendu, il y a quelque chose qui est mal allé à quelque part. Puis, mais ça a pris 1 mois régler le problème. Mais la pièce était chez nous, le manufacturier a accepté. Puis, aïe, aïe. Mais c'est juste pour dire, si ça n'avait pas été le cas, on aurait eu tous les problèmes et les contraintes, on les aurait tous vécus une à la suite de l'autre après la réception de la pièce. Puis là, on en a juste eu un qui a finalement été résolu. Mais ça reste que c'est beaucoup, beaucoup de prévention qu'il faut faire Ouais. parce qu'on est le milieu entre l'interne et l'externe. Puis, Fait que ça ressemble à ça. Dans des c'est situations intéressant. comme ça, excuse-moi, vas-y, Je veux dire, en fait, tu sais, parce que je prends un peu le contexte entre une entreprise qui fait qui manufacture des avions. Est-ce que tu crois qu'il y a des workarounds de tout ça? Parce que je comprends qu'il y a des processus en place pour aussi assurer la sécurité du produit fini puis assurer que tout le monde suit un peu la même ligne pour contrôler le plus possible. Puis je comprends pourquoi il y a ça. Mais est-ce que tu crois, ton analyse, d'être dedans, qu'il y aurait moyen d'être plus agile un petit peu? Puis est-ce que c'est des processus qu'il faut qu'ils changent ou les outils? Parce que comme je comprends, c'est pas les outils qui manquent, là. Il y en a Non. à en donner et puis à en rêver. Mais est-ce que tu vois, c'est nous des processus seulement qui pourraient avoir des petits tweaks, plus d'agilité? As-tu un peu une idée là-dessus, toi? Ben, c'est sûr, certain que moi, je pense qu'il y a il y aurait une manière plus rapide, plus efficiente, en fait, de faire les choses. C'est sûr que, tu sais, bien entendu, c'est bien qu'il y ait énormément de contraintes. Puis justement, c'est ça. On fait des avions comme quand j'étais chez Kraft, c'était l'alimentaire. Donc, les restrictions, tu peux pas jouer avec la santé des gens puis la vie des gens. Littéralement, on se pose pas de questions. Fait que j'aime le fait que justement, on s'assure que c'est suivi à la lettre. Fait qu'il n'y a pas vraiment de walk-around. Mais c'est sûr, certain qu'il y a une manière d'être plus efficient à la fin de la journée. Puis si les départements pouvaient plus se parler, puis l'information, c'est que s'il y avait moins d'informations, de dire, ben, tu sais, la loi de Pareto, le 80-20, ben, pour moi, je dis, il faudrait qu'il y ait une structure de dire, voici, tu sais, en tant qu'acheteur, l'information que tu as besoin d'aller chercher 80% du temps. Ou à qui tu dois t'adresser 80% du temps. Si on focus sur les grosses tâches, les gros problèmes constamment qui rentrent dans cette zone de 80%, mais le 20% va être facile à travailler. Pour moi, je pense personnellement, il y aurait une meilleure manière de faire les choses et d'avoir l'information. Si l'information était mieux transmise ou plus facilement transmise, c'est vraiment, tu sais, on veut parler dans un couple, dans une relation, c'est la communication, c'est la clé. Ben, dans une entreprise, c'est exactement la même chose. Là, c'est avec encore plus d'humains. Donc oui, je pense que communiquer et être capable de savoir à qui s'adresser va améliorer l'expérience d'un procurement, d'un ingénieur, de n'importe quel département, en fait. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut s'y maximise sur trouver le moyen de mieux s'adresser, mieux avoir accès à l'information et filtrer l'information pertinente et moins pertinente, en fait.
Non, c'est intéressant, puis je pense que c'est une bonne réponse parce que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, c'est juste dire que ça fait beaucoup de sens à comment tu l'expliques parce que je me disais, ça demande des produits critiques, autant l'alimentation que les avions, par exemple, que est-ce que tu n'as pas le choix, de créer une machine qui n'est pas efficiente, mais qui est capable de produire des produits safe, puis qui vont toujours être dans les normes, tu sais. Je comprends qu'en effet, la communication ne viendrait pas contre être contre la fabrication, ben, assurer un produit qui est safe, puis dans les temps, mais faciliterait, encore une fois, réglerait les petits problèmes qu'on a parlé, là, où est-ce que tu dois avoir 15 personnes autour d'un meeting Ouais. pour régler le problème de créer un part number dans un ERP. Ouais, fait que, mais ça. Puis, tu sais, de l'autre côté aussi, on s'en parle, mais c'était vraiment pour les fournisseurs. La réalité avec les fournisseurs est vraiment plus la même avec le temps. Ça, Ouais, c'est c'est. ça. Puis ça me fait penser, excuse-moi, je me rappelle, là, je sais pas si c'était les relations fournisseurs, là, ça a changé. La COVID avait été un des points tournants, je dirais. Là, nous, on l'a remarqué. Ouais. Euh, Comment toi, tu approches tes relations fournisseurs? Est-ce que tu es en communication directe? Tu connais les humains derrière? As-tu des conseils, bonnes pratiques que tu as appris avec le temps là, pour Ouais. garder des bonnes relations, bâtir des bonnes relations, puis assurer que quand tu leur écris, t'es prioritaire, si on veut, en quelque sorte? Là? Toujours. Ben, en fait, c'est ça que c'est. Je parle toujours avec le monde. Je prends toujours. Dès qu'on m'introduit la personne avec qui je vais travailler, je prends toujours un moment pour les appeler. Surtout quand tu commences une nouvelle job, quand tu rencontres les fournisseurs, tu as plus de temps. Tu sais, oui, tu as beaucoup à apprendre, mais ça fait partie de la règle de l'apprentissage, de parler avec les fournisseurs. Puis tu poses des questions ouvertes dans le sens d'essayer d'aller chercher le plus d'informations de quelle a été leur réalité en travaillant avec Bombardier, avec les anciens acheteurs. Puis comment ils verraient le, le futur, en fait, avec moi, par exemple. Fait que Ok. ça donne une place à l'écoute. Puis justement, parler de travail, mais parler de vie personnelle aussi. Tu sais, à un moment donné, on dit les gens, 71% des compagnies vont faire confiance à un vendeur grâce à vont faire confiance au vendeur, en fait. Fait que ça reste que c'est presque 3 fois sur 4, c'est juste à cause de la personne qui est en face d'eux. Fait que Mhm. pour s'assurer d'avoir confiance en l'acheteur, c'est de build une relation. Puis par la suite des choses, trop souvent, ce que j'ai remarqué, c'est on a toujours des feux. Fait qu'on va toujours encaisser des pièces critiques. Fait que là, on va mettre énormément de pression sur nos fournisseurs que, tu sais, au début, ils sont comme, je vais t'aider, je vais t'aider. Puis à un moment donné, là, wow, là, à un moment donné, c'est toi qui manque de planification de ton côté. Fait que je veux t'aider, mais ils vont moins être prêts à t'aider. Puis des fois, c'est le fournisseur qui est problématique, puis ça crée des problèmes en production. Puis c'est indulgent aussi avec les fournisseurs. Puis moi, je me suis posé toujours les 4 questions. En fait, ça a été mon frère qui me l'avait enseigné. Puis ça venait de la Deuxième Guerre mondiale, parce que mon frère, ben, bien entendu, c'était mon ancien associé. Euh, puis c'était qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui était supposé arriver? Pourquoi une différence? Puis comment on peut faire pour pas que ça réarrive? Mhm. Ça, c'est ma manière de fonctionner dans ma vie tous les jours maintenant depuis plusieurs années, mais aussi avec mes fournisseurs. Donc, exemple, j'ai reçu une pièce en retard de 1 mois. Ben, qu'est-ce qui était supposé d'arriver? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai reçu une pièce 4 semaines en retard. Qu'est-ce qui était supposé arriver? Ben, j'étais supposé d'avoir la pièce à temps. Puis pourquoi il y a une différence? Fait que là, je demande au fournisseur pourquoi ça a pris 4 semaines de plus. Ben là, OK, à cause du manufacturier, ils sont dans telle problématique, il y a eu un ouragan, il y a eu ci, il y a eu ça. OK. Maintenant, comment on peut faire pour pas que ça réarrive? Fait que j'utilise cette manière de faire avec mes fournisseurs ou même les gens à l'interne chez Bombardier pour m'assurer de ne pas avoir le même problème avec cette pièce-là et les autres pièces avec ce fournisseur. Pour justement, comme j'ai dit, la loi de Pareto, c'est d'essayer d'être dans notre 80, on est relax. Ouais. Donc, changer certaines manières de faire, puis éteindre un feu. Fait que voici une solution temporaire. Maintenant, pendant ce temps-là, on va implémenter une solution permanente. Puis très souvent, les gens ils vont focus sur le problème temporaire. Ils vont trouver la solution, puis pouf, OK, parfait. On attaque le prochain problème. Moi, je suis comme non, on va attaquer ce problème-là, puis on va trouver une solution permanente. Puis tu as une période tampon qui dure entre 3 et 6 mois. Puis avec cette période tampon, c'est toujours un peu nébuleux.
Puis à un moment donné, ben, tu réalises que 6 mois plus tard, on n'a plus ce problème-là. C'est réglé. Mais pour celui-là ou les autres. Puis justement, je parle avec mes fournisseurs à chaque semaine. Donc, pas tous, mais mes plus importants, j'ai à peu près 30-35 fournisseurs en ce moment. J'ai à peu près 800 pièces. Puis sur les 30, j'en rencontre peut-être 10 par semaine. Puis je leur dis aussi, hey, j'aime le travail, j'aime notre relation. Par contre, si vous n'êtes pas fiable, moi, je sais que je peux aller ailleurs. Puis si vous êtes fiable, moi, je vais vous donner plus de business, en fait. Fait que ça va des deux sens. Puis j'en ai éliminé, j'ai peut-être éliminé 5-6 fournisseurs après 3 mois. Que ça allait vraiment avec le mérite. Les autres, ils fonctionnent bien, ils travaillent bien, ils sont fiables. Ben, je préfère faire affaire avec vous autres, puis j'élimine les autres. Fait que ça, c'est un peu ma manière de fonctionner. Puis c'est constamment transparent des deux côtés. Ouais, puis je vois, tu sais, c'est super intéressant. Puis en gros, c'est de la gestion humaine, tu sais, au final, là, que si on ramène ça à la base, là, tu sais, c'est de Ouais, gérer, bâtir une relation humaine, puis ce qui est la base des relations humaines, c'est la confiance, souvent qui sort en premier. Fait que toi, ouais. si la confiance est brisée, t'as une chance, on va essayer de trouver, régler le problème, trouver la source du problème, mettre des solutions en place, puis si ça ne marche pas encore, puis encore, à un moment donné, ton élastique, il y a une limite, si on peut le dire comme ça, je comprends bien. Euh, pour, tu sais, c'est vraiment intéressant pour vrai, là, de tout ton day-to-day, là. Puis, tu sais, qu'est-ce qui m'intéressait, c'est qu'on travaille beaucoup avec des compagnies en aéronautique. Puis, tu sais, on a de la visibilité un peu sur ce qu'ils font, on connaît leur processus et tout, mais chaque entreprise, même sa même industrie, c'est assez différent quand même. Ils ont les problèmes qui peuvent se ressembler, mais à la source, ça varie. Fait que je suis bien content d'avoir appris un peu plus là-dessus. Puis, je me demandais de ton côté, puis c'est une question je suis toujours curieux là, à travers l'industrie manufacturière, mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour rester un peu au courant de l'actualité? Parce qu'on sait en supply chain, l'actualité là, peut avoir des impacts sur tout. Exemple, un bateau qui se pogne dans un canal, genre, Ouais. mettons. Est-ce que tu gardes un œil là-dessus? Est-ce que tu es actif sur l'actualité en général de l'industrie manufacturière qui pourrait t'impacter? Est-ce que tu suis l'actualité proche de tes fournisseurs, savoir, hey, il y a un ouragan dans ce coin-là, ça se peut que ça impacte ma supply chain? Y a-t-il quelque chose dans ces eaux-là que tu suis ou que votre équipe suivait, mettons, là? Oui, puis non. Je pense que j'ai toujours eu la curiosité de vouloir constamment apprendre, mais tu sais, elle est quand même assez steady. C'est souvent les mêmes problèmes. Fait que je vais pas passer mon temps sur savoir est-ce qu'il est arrivé quelque chose en Californie ou si j'ai eu des problèmes. Il y a des problèmes en ce moment à Chicago ou peu importe. Tu sais, c'est vraiment. Je regarde pas nécessairement. Tu sais, je regarde pas plus la valeur de l'action chez Bombardier. Tu sais, mais je reçois des notifications des fois de temps en temps. Fait que tu sais, l'algorithme, il sait des nouvelles. Qu'est-ce que je vais lire en général? Ouais. Mais j'aime ça m'informer de qu'est-ce qui s'en vient pour le domaine aérospatial, en fait. C'est vraiment, tu sais, que ce soit chez Bombardier ou Airbus où je vais lire des articles. Mais je pense que c'est vraiment juste avoir une idée. Ouais. Mais aussi, les fournisseurs vont nous informer de beaucoup de choses. Justement, le fait d'être en contact avec eux, c'est ah ouais, on a eu une grosse tempête de neige, la moitié de l'équipe n'a pas pu rentrer, la production est bloquée, les routes. Fait que là, tu le sais tout de suite, OK, on va falloir adapter certaines choses de notre côté. Puis c'est l'objectif, c'est d'être proactif et non réagir en fait aux potentiels problèmes. Je comprends. Non, c'est ça. Comment dire, comme tu parles sur des fournisseurs, ça devient un peu ton actualité. C'est dans ta banque de 35 fournisseurs que tu parles qui vont te dire ça, c'est arrivé, je comprends. Écoute, tu sais, ça fait déjà là, un 45, quasiment une heure en fait qu'on jase. Ouais. Euh, tu sais, peut-être conclure, probablement, mais merci encore une fois d'avoir pris le temps, là, mais c'est de ton côté, c'est quoi un peu, qu'est-ce qui s'en vient? Si tu veux le partager là, personnellement, professionnellement, Ouais. quelque chose qui t'excite en fait, là, c'est quoi que tu veux nous partager? Ou, Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'en ai parlé récemment en fait à Félix puis Yacine. Ben, je suis en train de lancer, je suis en lancement de ma compagnie. Fait que je vais sortir un peu du domaine de la logistique, puis je m'en vais en fait dans la vente. Je veux représenter des compagnies de sport Oui. dans le domaine du sport et vendre leurs produits chez des détaillants. Donc l'objectif, c'est de vraiment être un représentant sur route
et en fait permettre aux compagnies de ne pas engager un représentant à l'interne, de dépenser de l'argent. Souvent, les PME, ils manquent de liquidité puis ils veulent grossir, mais ils n'ont pas cet argent-là. Donc, moi, je vais travailler avec eux pour vendre chez des détaillants, pas focuser sur le e-commerce. Puis pour ce faire, moi, c'est ça. Ce qui me passionne beaucoup en ce moment, je viens du monde du sport. Avant, c'était le hockey, le rugby, pendant plusieurs années. Mais là, je suis vraiment in dans les triathlons. Fait que l'année prochaine, mon objectif, c'est de faire un Ironman, puis 1 à 2 demi-Ironman. Cette année, j'en ai fait plusieurs des triathlons, puis officiellement mon premier marathon. Mais ça va être de vivre à l'étranger. Donc, dans 3 mois, je quitte le Québec avec un ordi, mon vélo, et partir en entraînement et travailler en fait à distance. Donc, je m'en vais vivre comme un nomade. Je vais faire toute l'Amérique du Sud, faire des hikes, visiter, faire la Patagonie, La Paz, ainsi de suite. Fait que, puis faire du vélo. Fait que je trippe un peu sur ce côté-là, puis j'ai bien hâte de vivre cette expérience avec moi-même, ma compagnie, mes choses. Puis on Cool, verra bien. Ouais, ça. c'est donc bien cool ça. Puis dans le fond, fait que tu vas pouvoir t'entraîner. En fait, tu veux faire beaucoup de déplacements à vélo, genre bikepacking, ou ça va être Ben, t'as un vélo pour t'entraîner, puis ça te loger à des endroits fixes, mais te déplacer tranquillement. Ben, c'est ça, c'est logement fixe. C'est un vélo de route Ouais. vraiment aérodynamique, parfait pour le tri, parfait pour faire des 200-300 km, mais revenir toujours Ouais. au point initial. Puis à partir de là, ben, voyager avec. C'est mieux de cette manière-là pour moi, en tout cas. Fait que ouais, j'ai bien hâte de. Ça me garde toujours discipliné, carré, puis je sais où est-ce que je m'en vais. Tu sais, c'est sport, travail, relaxation, puis c'est de se retrouver de soi-même, se recentrer, en fait. Ouais, c'est super intéressant. Puis si, exemple, des gens veulent te contacter ou te retrouver, c'est où qu'on peut t'écrire ou te parler, LinkedIn, Facebook? Ouais, LinkedIn, Facebook. Sinon, directement sur le site, la compagnie, c'est Aurasport. Parfait. Tu peux Fait l'appeler. que, Là, on le met dans la ouais, description. ben, le courriel, c'est info@commercialaurasport.com. Fait que c'est AURASPORTS.com. .ca, pardon. Des fois, j'ai encore cette vieille habitude. Puis c'est ça. Puis il y avait. Qu'est-ce que j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais ouais. Fait Puis que on son peut LinkedIn, Facebook. passport.com puis .ca, excuse-moi. Ouais, Et puis ouais, j'ai pas de .ca. On va mettre quand même ça dans la description de l'épisode là. cool. Puis sinon LinkedIn, j'imagine, si quelqu'un veut l'écrire Ouais, directement en privé là. ouais, exact. Ouais, directement Victor Raposo, là. Good. T'as-tu un dernier petit mot à partager, puis après ça, on va passer, on va se dire un au revoir. Ben, c'est drôle parce que je parlais de ça avec un de mes amis hier. Ça a été, il m'a demandé une recommandation d'un livre. Ouais. Euh, puis on en a parlé longtemps. Puis un des livres que je peux recommander aux gens à la maison, c'est The Mountain Is You de Brianna. OK. Je trouve que ce livre-là, il est excellent par rapport à se remettre en question, de comprendre. C'est un livre que tu peux lire plus d'une fois. Il y a beaucoup d'informations justement que on peut mettre dans notre vie de tous les jours, puis c'est de trouver son bonheur interne, son soi en fait, puis d'arrêter de vivre autant d'anxiété parce qu'on vit dans un monde tellement stressant, Ouais. puis on sait pas trop souvent c'est quoi notre why. Tu sais, c'est sûr qu'il y a le why de Simon Sinek qui est très 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 intéressant, mais Ouais. ce livre-là m'a vraiment aidé à comprendre pourquoi il y avait un gap entre où est-ce que je suis, où est-ce que je veux me rendre et quelles sont les raisons pour lesquelles je me sens de cette manière-là. Puis ça m'a énormément aidé que j'applique maintenant dans mon day-to-day. Ben, c'est super intéressant. Je l'ai pris en note aussi. Je lis beaucoup de mon côté. Fait que si jamais, euh, comment dire, si jamais les gens qui écoutent là, ont des suggestions, cherchent une suggestion de livre, prenez ça en note. Je pense que ça peut être. En tout cas, tu as fait un beau descriptif. Je pense que ça peut rejoindre beaucoup de gens, en tout cas. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir Ouais, pris le temps. merci à toi. Merci à vous autres, c'était le fun. À tous y écouter aussi, n'hésitez pas à écrire à Victor, à nous écrire directement, pour des mises en contact au besoin. Là. Mais je vous remercie et puis à la prochaine.